invités café. C'est l'un des ministères les plus importants, les plus exposés aussi, le ministère de la Santé. À sa tête, Mouetai Boiderson a choisi un quinquagénaire polynésien de cœur qui a travaillé en qualité de juriste 12 ans à la CPS, la Caisse de prévoyance sociale. Et parmi ses axes de travail, nous allons le voir, faire en sorte que les professionnels de santé retrouvent leur cœur de métier et fassent moins d'administratif. Et aussi développer la proximité, aller au plus près des gens sur le terrain. Bonjour Cédric Mercadal. Alors dites-nous, est-ce qu'en 100 jours, vous avez pu mener à bien ces deux axes de travail ? On y a travaillé, on a fait des actions concrètes en réalité. C'est plus que de parler d'un axe, c'est un cœur de métier qu'il faut valoriser. Nos professionnels de santé, au jour le jour, sont près de nos patients, et pour certains les plus en difficulté. Et leur travail doit être valorisé et doit être simplifié. Quand on voit qu'aujourd'hui, dans certaines de nos institutions, ils passent plus de 50% de leur temps à faire de l'administratif, il faut vraiment les aider à en faire beaucoup moins. Il faut pouvoir soigner les gens, c'est ça le but. C'est ce qu'ils réclament en même temps ? C'est ce qu'ils réclament, tout à fait. C'est ce qu'ils réclament dans le public, c'est ce qu'ils réclament dans le privé. Nous, on a pris une mesure très simple, ça peut être des simplifications administratives. Dans ces 100 jours, on a un projet de loi de pays qui est au CESC actuellement, qui va permettre de simplifier les signatures d'avenants pour les professionnels de santé. Jusqu'à aujourd'hui, il y avait 750 professionnels de santé qui venaient chaque année à la CPS signer leur contrat. Nous, on a décidé de faire une inversion de la charge de la preuve. Demain, il y aura la publication au journal officiel. Ils pourront venir refuser. Ce qui veut dire qu'il y aura 5 personnes qui, à la CPS, ne seront plus là à faire juste des signatures de contrat, avec ces professionnels qui devaient se déplacer de tout le territoire. Vous allez continuer à simplifier les choses, par exemple pour les arrêts maladie ? Complètement. La deuxième chose qu'on a fait, c'est on va mettre en place, on a une loi de pays qui va sortir là, qui parle des arrêts de travail dématérialisés. Donc le professionnel de santé de chez lui aura juste à saisir. La personne sera en facilité pour déposer son arrêt via une application qui sera effective au 1er janvier 2024. Il y a une phase de test qui est faite jusque-là avec praticiens et patients pour améliorer le logiciel, pour être plus simple pour les deux. Il n'y a pas de parade pour éviter les abus ? Pour éviter les abus sur les arrêts maladie, bien sûr qu'il y en a. Il va falloir réglementer un petit peu plus. Il va falloir vérifier les arrêts qui sont prescrits, mais surtout respectés. Il y a surtout toute une politique à remettre en place en matière de contrôle. Alors, plus de 100 jours après votre nomination, votre prise de fonction, comment est-ce que vous trouvez la fonction ? C'est plus difficile que ce que vous imaginiez ? En fait, on n'est pas en matière de difficulté ici. Je parle très franchement. Je savais que ça serait dur. Je savais que le ministère de la Santé est un ministère d'un des plus compliqués, puisque, en fait, quand on est ministre de la Santé, on a des coups de fil toute la journée et même le week-end et tard le soir, parce qu'il y a tous les patients qui ont des difficultés, qui vont voir nos élus, qui nous remontent ces difficultés, et donc on les traite au mieux. Mais c'est pas que ça. On se rend compte de l'ensemble des services qui sont impliqués en fait dans le traitement de ces dossiers et qui ont des difficultés eux aussi et qui demandent à faire bouger les choses plus ou moins vite en fonction de l'urgence. Et en fait, on traite beaucoup d'urgence quand on est ministre de la Santé. Alors, on l'a vu dans le reportage de Théopo Fatou-Poivet tout à l'heure, au début du journal, 65 milliards de francs, c'est ce que coûte la santé en Polynésie française, c'est ça ? Tout à fait. Ça paraît une somme énorme, et ça l'est. Pour autant, 65 milliards, c'est surtout tous les soins qu'on fait au quotidien dans nos hôpitaux, le CHPF par exemple, ou dans tous nos hôpitaux périphériques pour assurer un soin de qualité, quand même jusqu'à Taiohae pour 10 000 personnes dans les Marquises, mais c'est aussi tout le soin dans les dispensaires. C'est tout ce soin-là qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas quantifier, mais c'est l'ensemble des soins qu'on a, nous tous, au jour le jour. Les soins dentaires, les soins d'infirmiers, les soins de radiographie. On se casse une jambe, on a un médecin qui est là, et c'est ça que ça paye en fait. Le schéma d'organisation de la santé, alors en date de 2016, il a été reconduit, c'est ça ? Ou alors c'est un nouveau schéma qui va naître ? Alors, l'ancien schéma a été reconduit pour une période de 2 ans parce qu'il arrive à terme et qu'il fallait prolonger ce schéma. Il y avait un projet qui avait été établi mais qui ne prenait pas en compte 2 choses, c'est-à-dire le handicap médical, c'est-à-dire la prise en compte médicale du handicap,
Et la deuxième chose, ne prenez pas en compte la troisième vie. L'assistance à nos plus anciens qui vont être de plus en plus malades. Et il fallait que l'on réécrive ça ensemble. C'est toute la méthodologie que l'on va faire. On va associer les communes, on va associer l'Assemblée, on va associer les associations, la Ligue contre le cancer, on a parlé, des victimes, pour faire un schéma d'organisation sanitaire plus juste, qui ira au plus près des populations et qui sera fait avec les professionnels de santé privés et publics. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Quels sont les points forts ou les grandes lignes de ce schéma d'organisation ? Les grandes lignes, de toute façon, elles sont clairement définies. C'est comment on réorganise notre système de santé demain pour être plus effectif et être plus raccord avec les évolutions de notre démographie et de notre population. Il faut penser qu'en 2030, on aura une personne sur 5 qui aura plus de 60 ans. C'est énorme. Et si on ne le prend pas en compte, ça sera de difficultés plus tard. Et il faut organiser notre système de soins en fonction aussi de ce paramètre important. Votre priorité pour la santé au Fénois, c'est quoi ? Ma priorité, il y en a plusieurs. Vraiment, la priorité, c'est remettre le patient au cœur de sa santé. Ça, par contre, c'est vraiment, si on doit avoir la substantifique moelle, c'est ça. C'est remettre le patient au cœur de sa santé. La promotion de la santé, c'est ce qui va permettre demain d'avoir une population en bonne santé, qui évitera d'avoir des surcoûts en matière d'assurance maladie, parce que c'est surtout, on arrivera à éviter les drames humains qui existent encore aujourd'hui. Dans les archipels, parmi les nouveautés constatées, alors il y a cette possibilité qui est désormais donc offerte aux femmes des marquises de réaliser une mammographie sur place du côté de Hiva-Oa. Qu'est-ce qu'on peut développer de plus dans les archipels ? Qu'est-ce qu'on doit développer de plus ? Là, on a parlé vraiment de prévention de la santé dans les îles. C'est de ça qu'on a parlé. C'était une des premières actions qui ont été faites par le gouvernement. On a investi massivement sur donner du soin dans les îles à toute une population et un soin de qualité. 2 actions. C'est le Gauguin qui participe à cet effort et qui donne un médecin dans tous les dispensaires isolés quand même, où il s'arrête. C'était pas le cas avant et ça va permettre de meilleures choses. Et on voit une entreprise privée qui décide de s'associer à toute cette démarche. Mais c'est une vision très communautaire de la santé. Et mettre un mammographe aux marquises, c'est faire des visites régulières et visiter des évasans et que les gens prennent conscience qu'en faisant attention à eux, ça évite d'avoir de vrais drames de la vie de demain. Aujourd'hui, quelle est la place de la télémédecine vis-à-vis des archipels ? Parce que là, on peut diminuer les coûts, j'imagine, pour tout le monde et ça peut aller plus vite, non ? Complètement. La télémédecine, c'est une priorité gouvernementale. Moi, j'ai pris quelqu'un chez moi au sein de mon cabinet qui s'occupe exclusivement de ce dossier qui est l'interopérabilité des systèmes d'information. C'est comment faire en sorte que toutes les cliniques, tous les hôpitaux, tous les dispensaires, en fin de compte, communiquent avec l'ensemble des professionnels privés et avoir la formation médicale la mieux adaptée quand le patient vient, pour mieux le soigner. C'est surtout ça. Et pouvoir, deuxième chose, ça on parle du dossier médical, mais on parle surtout de la téléconsultation, de la téléradiologie. Parce que demain, et quand je dis demain, c'est l'année prochaine, ça sera mis en place, mais déjà aujourd'hui les téléconsultations se font. Mais ça sera pouvoir traiter de fractures du CHPF, regarder les radios et renvoyer le résultat aux manip radio qui sont dans les îles. Et c'est déjà fait, on le fait déjà, mais il faudra le généraliser. C'est facile aujourd'hui de trouver des personnels de santé qui acceptent d'aller travailler dans les îles ? On est sur une difficulté qui existe. On a un problème d'attractivité, mais il est mondial, On a un problème d'attractivité RH en matière de professionnels de santé. En fait, le constat est qu'on assiste aujourd'hui à une pénurie du professionnel soignant. Et comme le rappelait Philippe Garrez, il y a une concurrence entre l'offre et la demande. On est très demandeur, on a beaucoup de demandes, mais on a peu d'offres. La chance que l'on a en Polynésie, c'est qu'on a encore des professionnels de santé qui sont implantés, qui sont là depuis longtemps et qui travaillent jusqu'à encore quelques années. Mais d'ici 5 à 10 ans, on pourrait avoir une pénurie. Donc il va falloir créer une politique d'attractivité RH pour faire en sorte que nos professionnels de santé s'installent en Polynésie, mais surtout aillent s'installer dans les îles aussi. Et donc cette attractivité sera encore plus grande, en mettant à disposition, comme on l'a fait là dans le cadre du budget, des logements pour que quand ils arrivent, ils puissent s'installer et travailler sereinement, sans avoir à se soucier
de comment ils vont se loger, comment ils vont s'occuper de leurs enfants. Il faut les accompagner dans tout. Ce n'est pas que du salaire, c'est aussi une qualité de vie qu'il faut leur proposer. Alors, on en a souvent parlé de cette école d'infirmières qui doit rouvrir. Alors, finalement, les dates exactes, c'est quand? C'est sous quel délai? L'année prochaine? Cette année? Ouais, alors, cette école d'infirmière, elle nous manque énormément. 3 ans qu'elle est fermée. En réalité, la dernière promo vient de sortir, mais pour former un infirmier, il faut 3 ans. Et des auxiliaires de soins, 1 an et demi, 2 ans. En réalité, ce qu'on va faire, c'est l'ouvrir dès le 1er septembre 2024. Elle sera ouverte, cette école. On a perdu les agréments, mais on va les récupérer. On va mettre tout le travail cette année pour remettre les agréments, pour pouvoir donner et dispenser ces cours importants. Mais au-delà de ça, on va réhabiliter le bâtiment. Il y a des travaux à hauteur de 70 millions qui ont été investis pour désamianter l'ensemble du bâtiment et pouvoir en faire des salles de classe correctes pour pouvoir accueillir les nouvelles générations d'infirmiers polynésiens. Alors, ce qui veut dire que concrètement, l'année prochaine, combien d'infirmiers ou d'infirmières sortiront de cette école? Alors, il faudra attendre la fin de la formation. Il faut 3 ans, comme je le disais, pour former un infirmier. Donc, il n'y aura pas d'infirmiers qui sortiront l'année prochaine. Quoique, si on y réfléchit, on peut aussi faire des validations d'acquis sur bon nombre de professions qui sont aujourd'hui auxiliaires de soins et qui pourront pouvoir aussi avoir des validations d'acquis avec un complément de formation et qui pourront demain être infirmiers. Depuis samedi et son inauguration, la polyclinique privée de Paofaï dispose désormais d'un nouveau bloc opératoire plus moderne. Vous avez été le visiter? Non, je n'ai pas pu aller le visiter. J'avais des raisons personnelles qui faisaient que j'étais occupé ce jour-là. Mais oui, je suis vraiment satisfait qu'un nouveau bloc apparaisse. Mais en fait, il faudrait qu'il y ait une activité conséquente en matière de blocs. S'il y a des blocs qui se créent, c'est qu'il y a un besoin de soins. Pour autant, il y a un manque de personnel aussi client dans tous nos hôpitaux. Donc il faut aussi pouvoir remettre en activité les autres blocs. Alors, puisque l'on parle des structures hospitalières, il était question de construire un nouvel hôpital, alors plus du côté de l'ouest. L'hôpital de Taravao ? C'est de ça qu'on est en train de parler Non, entre Taravao et l'ouest, Punaouia. C'était la clinique, c'était le projet de clinique. Comme on parle d'hôpitaux et cliniques, oui, il y avait un projet qui était en cours sur la création d'une clinique sur Punaouia. Punaouia, oui. C'est complètement abandonné ? On est en train de réévaluer. On a une étude à Vers Ouest qui a été faite qui nous permet d'avoir la cartographie de nos besoins de soins à 2050. C'est énorme. On a un complément d'informations qui manquait. En fait, on avait fait l'étude du CHPF, on avait fait l'étude des cliniques et on a fait l'étude Il manquait une chose, c'était les hôpitaux périphériques. Donc on connaît les bassins de population maintenant qui vont avoir besoin de soins. Donc on attend cette fin d'étude pour se positionner sur l'évolution. Pour autant, on est sûr d'une chose, et ça a été dit dans le discours de politique générale du président, on va aller vers Taravao, on va décider de développer la santé à Taravao, et donc il n'est pas impossible que ce pôle de santé, qui peut être unique ou pas, soit développé aussi sur Taravao, pour assurer à quand même tous nos Polynésiens, plus de 53 000 personnes, à moins d'une demi-heure de chez eux, un centre de soins digne de ce nom. Ça voudra dire qu'une personne qui a Vaireau, qui a un problème de santé, ne fera plus 1h30 de voiture pour atterrir soit au CHPF, soit dans le projet qui était voulu, mais fera plus qu'une demi-heure. Concernant à présent les personnes en insuffisance rénale obligées de faire, donc on le sait, 3 dialyses par semaine en attendant une greffe de rein. Alors il y a l'hôpital qui assure ces dialyses, plus on peut les citer, Dialysis et La Purade. Il y avait un autre concurrent qui s'était manifesté. Où en est ce dossier ? Alors on parle donc de Fareta Matoto. Il y a eu une commission d'orientation sanitaire il y a une semaine, on a décidé de revoir la carte et les propositions qui nous ont été faites. On a tout analysé. Il y a des nouveaux postes qui vont être créés pour assurer le besoin en soins. Pour autant, on s'est rendu compte, en analysant les besoins sanitaires techniquement sur la carte, qu'il fallait réouvrir des postes autre part. Le concurrent pourra postuler lors de la réouverture de ces places. Il y a un vrai besoin en la matière ? Oui, bien sûr. On a une population, comme on l'a dit, qui est malade, qui est en difficulté. Et il faut leur assurer des postes. L'objectif, quand même, est de permettre
une baisse du poids et de la population pour qu'elle se reçoive au cœur de sa santé afin de limiter tous ces effets indésirables qui sont la dialyse et les problèmes qui en gèrent. C'est les reins en fait. Tout ça, quand on parle de dialyse, on parle de personnes qui n'arrivent plus à assurer le filtrage de leur sang au travers de leurs reins et on est obligé de leur mettre un rein externe. Et c'est tellement difficile, tellement compliqué. On passe tellement de temps à devoir faire des trajets et à être fatigué qu'il vaut mieux avoir des centres de soins au plus près du patient. Alors je le disais tout à l'heure, vous avez travaillé 12 ans à la CPS en qualité de juriste. Comment se porte la Caisse de prévoyance sociale aujourd'hui ? Alors 12 ans en qualité, pas que de juriste, mais j'ai fini ma carrière en tant que responsable juridique de la Caisse à la direction. J'ai assuré cette fonction pendant de nombreuses années. La Caisse de prévoyance sociale, c'est celle qui s'occupe de nos populations. On a tendance à plus de parler de la caisse en elle-même, on devrait parler de ce qu'elle fait. Elle s'occupe de servir pour les familles, les prestations familiales, elle s'occupe de servir la retraite, elle s'occupe de servir les remboursements maladie et longue maladie. En fait, elle s'occupe vraiment de la population dans ce qu'elle est les plus difficiles. C'est pas un métier facile que de travailler à la CPS, mais les salariés s'y emploient et travaillent vraiment pour ça. On a l'impression tout de même qu'il faut à chaque fois aller chercher une rallonge financière. Ce n'est pas un fonctionnement à long terme. La rallonge financière, en fait, c'est parce qu'on a changé de paradigme. On a une population qui avait, il y a 30 ans, il y avait un retraité pour 20 cotisants et une population qui était peu malade. Aujourd'hui, on a l'inverse. On a un cotisant. On a 2 cotisants pour un retraité et une population qui est malade. Donc les coûts augmentent. Il faut changer les choses et réadapter le modèle. C'est ce qu'on va s'employer pendant 1 an à faire, puisque le gouvernement a décidé de soutenir la Caisse pendant 1 an sur son fonctionnement pour faire la réforme de la protection sociale généralisée, pour avoir une protection généralisée plus juste. On va finir par là, vis-à-vis des gros commerçants, vous allez leur dire de vendre des produits moins sucrés, par exemple, moins gras, ou alors vous allez les taxer un peu plus. Donc on parle de prévention. C'est de ça là qu'on parle. On parle de l'obésité. Il y a plusieurs facteurs pour jouer sur l'obésité. Le facteur prix est une chose, le facteur taxation est une autre, et le facteur réglementation une autre. Moi, je pense qu'il faut avoir un partenariat avec les importateurs, parce que c'est aussi de l'économie dont on parle, et il va falloir avoir un partenariat aussi avec nos producteurs, parce que si on produisait nos produits à faible indice glycémique localement et qu'on les vendait, on aurait déjà beaucoup plus de facilité. Merci beaucoup Cédric Mercadal d'avoir répondu favorablement donc à notre invitation ce matin en qualité de ministre de la Santé. Je vous remercie. L'invité